toujours avec les exercices sur les ferromagnétiques, avec l'exercice d'application numéro 2, dans lequel on va s'intéresser à la calcul de l'inductance propre d'une bobine à tore. Bien sûr, le tore, là, on va choisir de le fabriquer avec du ferrite doux. Alors, comme on le montre la figure déjà, donc là vous avez on vous dit que dans les indications que la bobine est constituée de spire enroulé sur un tore. Alors le tore là, il est circulaire, de rayon moyen R et de section S circulaire encore et de rayon petit a qui est dans cette situation là, on va le considérer vraiment très petite devant le rayon R. Parce que ça, on va voir que ça va nous permettre de faire quelques approximations qui vont nous permettre de simplifier l'expression de champ magnétique et donc de calculer facilement le flux et d'en déduire l'inductance. Alors, on va supposer encore que les lignes de champ magnétique sont totalement canalisées par le milieu ferromagnétique. Alors, ceci, bien sûr, il est vrai quand vous travaillez avec des μR qui sont vraiment très grands devant 1. Okay? Donc, ce qui est le cas généralement donc, avec les ferrites et avec le fer doux. Alors, on vous propose de suivre les étapes suivantes. Donc, on vous demande en premier de vérifier que le champ magnétique et l'excitation, donc le champ magnétique et l'excitation magnétique sont homogènes dans le milieu ferromagnétique. Et ceci, on va le faire en se basant sur la conservation du flux magnétique. Okay? Alors, et après, une fois on montre que ce champ-là, l'excitation magnétique est homogène, alors ça va être plus simple à l'exprimer en utilisant le théorème d'Ampère. Okay? Donc après, bien sûr, on arrive à notre objectif et c'est de chercher l'inductance propre. Et pour le faire, bien sûr, on va utiliser la méthode qu'on a utilisée autrefois, c'est d'exprimer le flux magnétique propre à travers la bobine. Et ceci va nous permettre, bien sûr, d'en déduire l'expression de L. Bien sûr, vous pouvez faire l'autre méthode qui est basée sur le calcul d'énergie magnétique stockée dans le ferromagnétique, mais ça va donner un résultat similaire. Okay? Alors, je signale tout simplement là que je suis dans une situation où le bobinage n'est pas uniformément enrôlé sur le ferromagnétique. Faites attention, c'est-à-dire je ne vais pas enrôler le fil électrique, c'est-à-dire je ne vais pas bobiner tout le tore, je vais bobiner tout simplement une partie de tore. Mais on va voir que, à partir de la première question là, pour que tout se passe bien, que ceci, dans le cas des milieux qui possèdent des μR qui sont très grands, ça pose pas de problème. Okay? Ça veut dire on va voir que même si vous faites ça, le champ magnétique serait de même valeur qu'à l'intérieur de bobinage qu'à l'extérieur de bobinage. Donc ça, c'est un avantage d'utiliser vraiment des matériaux ferromagnétiques de grande perméabilité magnétique. Donc on va commencer donc, sur mon tableau blanc. Alors voilà, là j'ai pris déjà le schéma. Donc je vais le refaire, je vais refaire un petit schéma là. Alors, je vais faire bien sûr une projection de dessous. Alors, supposons que là, voilà donc le tore. Et sur ce tore, on va enrôler donc un bobinage. Là, vous avez le bobinage. Supposons que on va considérer que le courant, par exemple, disons, comme vous voulez, donc le courant entre par ici. Ok. Alors, donc à ce moment-là, donc si vous utilisez la première approximation qui disait que les lignes de champ magnétique sont totalement canalisées par le milieu ferromagnétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite de flux magnétique à l'extérieur. Voilà la signification. Ça veut dire que à chaque fois que vous parlez des lignes de champ, vous parlez de flux. Faites attention. Donc, quand je dis que toutes les lignes de champ sont canalisées à l'intérieur de ferromagnétique, c'est-à-dire que le flux, il est canalisé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite de flux à l'extérieur. Ok? Donc là, je peux schématiser ça par le fait que je vais avoir des lignes de champ
à l'intérieur, comme ça. OK? Alors, je vais essayer de les orienter selon l'excitation là. Donc, si vous utilisez non, je pense que la bonne orientation, ça va être dans ce sens. OK? Et quand j'ai dit que les lignes de champ sont de cette forme-là, ça veut dire que le vecteur champ magnétique, qui est toujours tangent aux lignes de champ, donc, il est de cette forme-là, voilà, en deux points de ferromagnétique. Ok? Ça, c'est le champ B. Ok? Bien sûr, la même chose pour le champ H. On va voir ça. Alors, comment on va montrer que ce champ, donc on va montrer que ce champ il est homogène à l'intérieur de ce milieu ferromagnétique. C'est-à-dire que la valeur de B, là sur la partie qui est à l'intérieur de bobinage ou bien à l'extérieur, il est la même. Okay? Comment on va le montrer? Donc on va le montrer par la conservation du flux magnétique. Alors la conservation du flux magnétique, c'est la propriété qui vient du fait que div de B est égal à B. Okay? Il est égal à 0, pardon. Donc div de B, la divergence de B, est égale toujours à 0, signifie que le flux il est conservé. Donc ça veut dire que puisqu'il n'y a pas de flux, de fuite de flux à l'extérieur, si vous prenez deux sections de même surface, alors il fallait avoir le même flux. Ça, c'est la traduction physique de cette propriété-là. Okay? Alors là, par exemple, je peux le faire par exemple, donc je vais essayer de faire un autre schéma pour vous dire ça. Donc voilà le tore. Alors si vous prenez deux sections là, une section là sur ce côté-là, ça veut dire à l'intérieur de bobinage, et puis une autre section de l'autre côté, là où il n'y a pas de bobinage. Alors si ces surfaces-là, ces sections sont de même surface, alors div b est égal à 0 signifie que je dois avoir le même flux sur cette surface-là que sur cette surface. Ok? Donc supposons que là vous appelez, par exemple, celle-là vous l'appelez S1, et celle-là vous l'appelez S2, alors je dois y avoir ceci est équivalent à dire que le flux, donc je vais l'appeler donc phi 1 est égal à phi 2. Ok? Alors le petit phi là, c'est pour dire que c'est le flux, c'est pas le flux à travers le bobine, la bobine, c'est pas le flux propre, mais tout simplement là, c'est le flux à travers une section, donc c'est là la surface d'une spire. Okay? Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc là, je vais avoir, si vous êtes de ce côté-là, tout simplement, vous avez l'intégrale, donc c'est la définition de BDS. Je vais appeler ça B1, DS. Puisqu'il s'agit de la même surface, on a dit, donc je vais avoir le même élément DS et le même élément. Donc là, de ce côté-là, je vais voir B2, DS, encore intégrale double. Ok? Alors bien sûr, ça c'est vous intégrez sur S1 et là vous intégrez sur S2. Ok? Mais S1 est égal à S2. Alors là il me manque une autre hypothèse. Ok? C'est l'hypothèse que vous avez déjà dans l'exercice, c'est que je vais considérer que A, et A c'est le rayon de ce petit cercle-là, faites attention, il est très inférieur à D ou bien à R, c'est-à-dire à la distance qui sépare le centre de cette section. Ok, ça c'est la distance R. On appelle ça le rayon moyen. Ok. Alors si vous êtes dans cette condition-là, je peux dire dans ces conditions, et ça normalement vous le devez savoir, en S3, je ne sais pas si vous avez fait ça donc, comme un exercice, pour le calcul du champ magnétique dans un tore rempli à vide. Donc à ce moment-là, on montre que dans ces conditions-là, normalement, le champ magnétique B, il est uniforme sur cette surface. Alors, je ne parle pas de tore maintenant, parce que je viens de montrer qu'il est uniforme sur le tore. Mais on peut accepter dans ces conditions-là que, puisque là, en effet, le rayon R, il est compris entre quoi et quoi? Entre R, grand R, moins 1,
et grand R plus A. Bien sûr, si vous prenez n'importe quel point à l'intérieur là, sur cette surface-là, donc la distance c'est peut-être R, et cette distance elle est entre R moins 1 et R plus 1. Donc, mais si vous êtes dans ces conditions, ça veut dire que R tout simplement, vous pouvez le considérer égal à R. R c'est le rayon moyen, c'est le rayon de centre jusqu'à la moitié de votre tore. Okay? Ça c'est R. Alors que le petit r, il varie entre les extrémités. Mais si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez faire cette approximation. Alors, dans cette situation-là, donc B1 il est uniforme sur la surface, donc il ne dépend pas de DS. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ils sont collinéaires. J'ai oublié de dire là ça, parce qu'ils sont collinéaires, parce que le B là, le champ B, il va être B et S, et DS1 seront dans le même sens. Là encore, c'est la même chose. Okay? Alors, je peux dire à ce moment-là que tout simplement cette quantité-là, maintenant, c'est B1 S1. Donc, et de ce côté-là, vous avez B2 S2. OK? Alors là, vous avez deux situations. Alors, la situation dont on est déjà, c'est que ce tore, il est uniforme, okay? Il est régulier, et donc là, vous avez la même surface. Ce qui fait que là, je peux simplifier par la surface, et vous avez B1 est égal à B2. Faites attention que là, j'ai pris B1 et B2 d'une manière aléatoire, ça veut dire deux positions aléatoires. Ce qui signifie que, quelle que soit la position là où vous êtes sur le tore, vous avez toujours la même valeur de B. Et donc, vous dites que B, il est uniforme, il est homogène sur le tore. Et vous avez toujours la même valeur. Bien sûr, là, vous pouvez constater déjà que B, il est porté par Eθ. Donc là, vous pouvez parce qu'il est tangent à cette ligne de champ, et si vous êtes dans une base cylindrique, le B, il est suivant Eθ, et il est constant. Okay? Donc là, vous avez, si vous voulez, B est égal à B Eθ. Avec B, il est toujours le même partout. Alors parfois, là, je n'ai pas montré pourquoi le B doit être porté par Eθ, mais vous devrez le savoir en utilisant les symétries dans le cas d'un tore à vide. Okay? Alors, bien sûr, mais il y a une autre situation qu'on peut y avoir, mais ce n'est pas le cas de l'exercice, mais vous pouvez l'imaginer, c'est si vous avez par exemple un tore imaginons par exemple que vous avez quelque chose qui est fait comme ça. Ok. Et puis, j'en sais pas, comme ça peut-être. Et puis, il revient à la même, donc là. Voilà, comme ça, par exemple. Ah, là j'ai... En effet, c'est pas ça que je dois faire. Là, supposons que vous avez par exemple cette situation-là. Pas bien dessiner ça, mais... Alors là, je voudrais juste vous dire que par exemple, la section de ce côté-là, c'est pas la même chose que là. Ok? C'est pas la même chose que là. Alors là, qu'est-ce que vous avez toujours? Vous avez la conservation du flux. C'est-à-dire que les flux sur ces trois surfaces est le même. Mais faites attention, est-ce que c'est le même champ? Non, c'est pas le même champ. Dire que qu'est-ce que vous avez? On va avoir B1 S1, par exemple, si vous avez la S1, est égal à B2, S2 est égal à, par exemple, B3, S3, mais vous n'avez pas l'égalité des champs, vous avez l'égalité des flux parce que le flux il est conservé toujours. Ok? Alors, quand vous dites que le flux est conservé, là, il y a une signification physique parce que supposons que vous avez un canal, un ferromagnétique qui fait comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Que le flux sur cette section-là est le même sur cette section-là. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'il y a des lignes de champ, c'est autant de lignes de champ qui traversent cette surface qui va traverser l'autre. Ok? Ça signifie quoi tout simplement? Ça signifie que finalement, là je vais voir des lignes de champ qui sont
très proches l'un de l'autre, alors là, je vais avoir un petit espacement entre les lignes de champ. Ok? Et faites attention, ceci, normalement, quand est-ce que je vais avoir ça? C'est finalement, généralement, lorsque vous passez d'un milieu à un autre. Ok? Lorsque vous passez d'un milieu à un autre, je vais avoir cette canalisation de champ qui va changer. Ok? Alors, maintenant, on vient de montrer déjà que B il est homogène. Ah, ça signifie, si on est dans le cas d'un ferromagnétique qui est doux, ok? Alors à ce moment-là, vous avez la relation entre les deux, que B c'est mu H. Il y a une relation linéaire entre les deux, on accepte ça pour les ferromagnétiques doux. Alors, à ce moment-là, je peux dire encore que H il est homogène. Ça veut dire que H, il va y avoir la même valeur en tout point de votre rotor. Okay? Et ça, en effet, ce que je vais utiliser après. Parce qu'après, j'aurai besoin d'utiliser le théorème d'Ampère. Et pour que je puisse y avoir le droit de l'utiliser, je dois avoir cette propriété de H qui est uniforme sur le temps. Parce que je ne voulais pas, en effet, cet exercice-là, c'est pas demandé de faire ça, mais je ne voudrais pas vous faire directement le théorème de perte sans savoir pourquoi vous avez le droit de le faire. Donc il faut savoir pourquoi j'ai le droit de le faire. Parce qu'il faut y avoir, il faut que H soit homogène sur la ligne du champ sur le contour qu'on va choisir après pour faire nos calculs. Ok? Alors maintenant, je vais passer à utiliser le théorème d'Ampère. Donc c'est la deuxième étape. Alors, donc je vais refaire un petit schéma là. Donc voilà un premier cercle, espérant très bien. Un deuxième, ok, très bien encore, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, donc on a le bobinage sur une partie là. On inspire, ok, inspire là, donc parcouru par un courant I, ok. Et donc, je vais prendre pour utiliser le théorème d'Ampère. En effet, ce choix de contour, là, il y en a des conditions. Normalement, ce sont des tests que vous faites pour que vous puissiez vraiment choisir un contour sur lequel vous avez le droit d'utiliser le théorème d'Ampère. Alors, généralement, dans la majorité des cas, donc, vous prenez des contours qui coïncident avec des lignes de champ. OK? Alors, pourquoi? Parce que quand est-ce que ça c'est possible? C'est lorsque c'est dans le cas où vous avez un champ qui est homogène. Parce que si le champ il est homogène, alors ça va être toujours tangent à une ligne du champ et sa valeur elle est uniforme. Donc je peux finalement, parce que vous cherchez à calculer la circulation, ok? Et pour que je puisse avoir facilement faire ce calcul, donc c'est mieux d'avoir un H qui est collinéaire à DL. Et donc, ça veut dire quoi là? Donc, H collinéaire à DL, ça veut dire que vous choisissez de travailler sur une ligne de champ. Parce que le champ H doit être toujours tangent à la ligne de champ. Donc, si vous choisissez une ligne de champ, ça, vous savez ça. Alors, de plus, c'est... Donc, voilà une ligne de champ là. Je ne l'ai pas dessiné très bien, mais je vais essayer de le refaire. Alors, donc, je vais essayer de le faire avec l'outil reconnaissance. Car ça là, j'ai pas changé de couleur, mais ok, c'est bon. Alors là, c'est un contour, c'était. Je vais essayer de. Pardon, donc je vais essayer de changer de couleur. Alors là, voilà le vert. Alors, ouais, c'est bon. Alors là, j'ai choisi une ligne, donc là, je vais l'orienter. Ok, donc dans le sens positif. Alors,
Maintenant, comme vous voyez, donc H et DL, donc, parce que H, on a montré déjà dans la première question qu'il est tangent. Alors là, le H, il est tangent à cette ligne. Ok, voilà H. Ok, et DL est de même. DL, c'est une portion de. DL, c'est une portion tout simplement de ce contour. Ok, alors, le théorème de Dopant, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, il vous dit que c'est H dl qui est égal à quoi? Donc, qui est égal à la somme algébrique des courants enlacés. Ok? Alors, les courants enlacés là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, il faut associer une surface à votre contour. Donc, la surface, voilà la surface que je vais utiliser. Donc, je vais prendre une surface qui est tout simplement plate. Ok? C'est une surface associée à votre contour. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux remarquer rapidement? Je peux remarquer que cette surface-là, donc, il faut déterminer le nombre de courants qui vont pénétrer dans cette surface-là. Okay? Alors, vous voyez que là, vous avez ça, vous pouvez l'imaginer, donc, que là, vous avez, donc voilà, votre surface, et là, je vais avoir ce bobinage-là, donc je vais avoir des courants qui font comme ça. Okay? Voilà. Donc là, je vais avoir des courants qui entrent, pardon, là, parce que je dois avoir des crosses. Alors, qui entrent dans cette surface-là. Okay? Je vais voir des courants. Et combien de courants je vais voir là? Je vais voir INI. N courants. Okay? Est-ce qu'ils sont dans le sens positif ou négatif? Donc, tout dépend de ce sens. Alors, vous avez voilà votre sens de contour, comment il est orienté. Donc, vous voyez que vous êtes dans le sens positif. Et donc là, je peux dire que ça, c'est égal à INI. Ok? Alors, on va continuer le calcul. Il nous reste à déterminer la circulation de champ. Alors là, c'est simple parce que vous avez sur un contour H, il est uniforme, donc je peux le faire sortir et tout simplement vous avez la H de P R. Alors là, comme on a dit déjà, donc je peux faire une approximation et dire que tout simplement là, puisque A il est très inférieur à R, donc je peux tout simplement dire que le petit r c'est le grand R. C'est-à-dire que je vais tout simplement négliger la variation de R entre l'extrémité intérieure et l'extrémité extérieure et je peux dire que tout simplement là j'ai grand R. Ok? Donc il est égal à INI. Et donc là je vais dire que H c'est INI sur 2 paires. Et bien sûr, si vous voulez prendre le vecteur, ça va être sur Eθ. Bien sûr, il est suivant Eθ. Je ne m'intéresse pas au vecteur maintenant pour ce moment. Alors, voilà la valeur de H. Donc, vous avez là, donc, la valeur de B encore, directement. Vous avez B, parce que j'aurai besoin de ça pour le flux, est égal à mu NI sur 2 paires. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, il reste à faire quoi? Donc, on a maintenant déjà la valeur de B. Donc, une fois que vous avez la valeur de B, vous pouvez rapidement, parce que l'objectif, c'est quoi? Vous avez une seule question qui dit que vous devrez chercher le temps inductance de ce bobine, de ce bobine torique. Ok? Alors, je vais prendre une autre page pour le calcul de flux. Alors, maintenant, on va calculer le flux. Alors, par définition, donc vous le connaissez ça, le flux. Donc, je vais chercher quel flux? Faites attention là. L'autre fois, je ne l'ai pas signalé ça, mais faites attention. Pour que je puisse chercher le temps inductance, je dois chercher le flux propre. Ok? Donc, c'est le flux propre que je cherche là. Ok? Le flux propre. Et quand vous dites le flux propre,
Ça veut dire que c'est le flux qui à travers la bobine, c'est-à-dire les sphères de la bobine, tous les sphères de la bobine. Donc là, ça va être quoi? Une fois le flux d'une spire. Ok? Parce que vous avez une bobine, donc ça veut dire une fois le flux d'une spire. Donc c'est une fois l'intégrale double de BDS. Sur la surface d'une sphère. Alors c'est S. Déjà, c'est une donnée de l'exercice, ou bien, puisque c'est circulaire, c'est P A au carré. Okay? Alors, ça va donner quoi là? Donc, on a dit que B est uniforme sur cette surface-là, donc ça va donner NBS. Et donc, ça va donner quoi finalement? C'est N. Là, je pense qu'il y avait un mu, une I, sur 2P R. Et là, fois S. OK? Alors, le S là, si vous avez un tore à section circulaire, c'est PA au carré. Avec A, c'est le rayon de la section. Okay? Alors, je peux encore là utiliser, au lieu de 2R, je peux utiliser le diamètre D. Okay? Je peux utiliser le diamètre. Donc, ça va être mu n carré sur PD, avec D, c'est le diamètre, sur le diamètre moyen, fois la surface S, fois I. Vous voyez que j'essaie d'écrire le flux se forme d'un coefficient fois le courant. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà que le flux doit être proportionnel au courant, et la constante de proportionnalité, c'est celle qu'on appelle le coefficient de temps d'inductance. Et donc finalement, le L, c'est ce coefficient que vous avez là. Donc c'est mu, si vous voulez, mu 0, mu R, donc je remplace le mu, n carré, sur PD, fois S. Alors S, c'est, si vous voulez, c'est PR carré. Donc je vais le laisser comme ça parce que parfois, c'est pas toujours, vous n'avez pas toujours un tore qui est à section circulaire. Je peux avoir un tore à section rectangulaire. Et à ce moment-là, je vais avoir un S qui est différent. Ok? Alors maintenant, on vient de terminer. Donc je vais vous montrer une chose. Alors là, un site web qui vous permet de tester donc, cette formule-là. Alors là, sur ce site web-là, ce lien, donc vous avez déjà, il vous dit, voilà l'image que j'ai pris même moi. Alors là, vous avez la même relation qu'on a obtenue. Donc c'est mu0, mu r1 carré S sur PT, avec D c'est le diamètre, S c'est la section, mesurée c'est la perméabilité de vide, mu r c'est la perméabilité relative et 1 c'est le nombre de spires. Donc L c'est l'inductance en V. Alors là, on peut faire des tests, des valeurs. On peut estimer les valeurs d'une bobine pour fabriquer une bobine. Alors, qu'est-ce que je dois déterminer, donc donner comme fixer comme donnée? Donc, je dois fixer le diamètre de tore. De cette distance-là, je dois le fixer. Alors là, généralement, c'est en centimètres. Donc, je peux imaginer par exemple que là, je peux avoir par exemple 5 cm. Alors là, je dois l'écrire en mètres. Donc, ça va être par exemple 0,05. 5 cm. Donc, vous pouvez aller sur des circuits électroniques et vous trouvez des tores. Alors, généralement, c'est au voisinage de entre 2 cm et 5 cm. Ça ne dépasse pas 5 cm. Moi, j'ai pris le maximum là. Alors là, encore, pour la section, si vous voulez avoir moins. Alors, pour la section là, alors la section, généralement, je peux imaginer que le rayon, c'est de l'ordre de 0,5. Et donc, ça va donner quelque chose de 1 cm carré. Dans 1 cm carré, ça va être 0,0001 en mètres carrés. Parce que 1 cm carré, c'est la puissance moins 4 mètres carrés. Alors, la perméabilité relative, alors là, on vous donne des choix. Donc, supposons que vous avez de l'air là. Donc, à ce moment-là, je vais avoir un perméabilité égale à 1.
Supposons que vous avez un nombre de spires qui est égal, disons, 100. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir comme inductance? Une valeur très 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 faible. Alors là, vous avez en ré et ça c'est au voisinage de 8 micros. Alors mais généralement, là, puisqu'on dit que vous avez un noyau ferromagnétique, alors je dois prendre un milieu ferromagnétique. Alors là, vous avez des milieux ferromagnétiques. Alors vous avez des alliages de fer et des alliages de ferrite. Alors par exemple, là, je peux prendre ça, donc le ferrite dont le nom industriel 3C3, qui possède une valeur de 2200 comme perméabilité magnétique. Alors là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir au voisinage de 17 millihenry, 17,6 millihenry. Okay? Je peux bien sûr améliorer ce résultat en augmentant le nombre de spires, 500. Okay? Maintenant, vous avez quelque chose de presque 0,5 Henry. Alors, je peux améliorer encore ce résultat en choisissant, au lieu d'utiliser le ferrite, je peux utiliser, par exemple, un alliage de fer. Voilà, qui possède, par exemple, là, je peux prendre le maximum, donc 23 000. OK? Et donc, ça va donner vraiment une valeur très importante, 4,6 Henry pour cette bobine-là. Donc, ça va être une bobine d'une taille très très réduite, parce que là, imaginez-vous, le diamètre, c'est 5 cm. Ok, c'est pas un solenoïde, ça, c'est vraiment un circuit miniature. Hein. Ok? L'autre fois, je pense que j'ai montré pour vous des images pour ça. Alors, ce sont des. Alors, je peux y aller sur Internet et taper bobine Torek. Bobine torique. Et je vais prendre des images. Ok. Alors voilà, donc là je viens il y a des problèmes de connexion. Là vous avez par exemple là des images. Alors là vous avez des exemples de ces bobines. Là vous voyez qu'ils sont totalement bobinés, donc d'une manière presque uniforme. Mais comme on a montré déjà que ça va rien changer, ok? Donc on va voir que généralement lorsqu'il s'agit d'une bobine, on faisait un bobinage uniforme, mais on va voir que si on voudrait les utiliser comme des transformateurs, on va voir ça après la prochaine fois, qu'on va bobiner juste une partie de ce ferromagnétique. Mais finalement, c'est le ferromagnétique qui va donner cette homogénéité de champ, mais ce n'est pas le bobinage uniforme qui va le donner. C'est comme vous dites qu'en effet, c'est les corons, c'est les densités du coron d'aimantation qui vont finalement imposer le champ. C'est pas les corons libres. En fait, les corons libres ils sont là pour exciter, mais finalement c'est l'aimantation qui est responsable de cette homogénéité de champ. Okay? Donc là vous les trouvez dans les circuits. Donc ces types de bobines on les trouve dans les circuits électroniques. Donc la majorité des circuits on trouve des bobines qui sont toriques. Okay? Alors là, par exemple, vous avez une bobine, donc là, c'est un transformateur. Je vais vous parler de ça après, parce que là, vous avez deux bobines sur le même tore. On va voir ça que, en effet, c'est le principe d'un transformateur. En effet, c'est ça ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je vais prendre un tore, ok, comme ça, sur lequel je vais réaliser deux bobinages. Un bobinage qu'on appelle le bobinage primaire, dans lequel je vais envoyer un courant, I. Donc je vais l'exciter par une tension là. Okay. Et puis je vais réaliser un deuxième bobinage secondaire, on l'appelle le secondaire, dans lequel il va y apparaître un courant. Okay. Un courant I', il va y apparaître bien sûr là une tension, si vous voulez, U'. Et on va essayer de trouver quelle est la relation entre U' et U et U' et I. Donc ça va être ça, c'est le principe de transformateur. Mais c'est réalisé de la même manière. Donc on va se baser sur les résultats qu'on a obtenus, c'est-à-dire que les lignes de champ sont guidées à l'intérieur là du ferromagnétique et que le champ il est uniforme et tout ça. Donc ça va être
Cet exercice, ça va être très utile pour continuer à comprendre comment ça marche un transformateur parce que pour la prochaine fois pour le transformateur, généralement, je vais me concentrer sur la relation entre les grandeurs électriques. Bien sûr, je vais passer par le calcul. Donc, ces grandeurs électriques, finalement, on va les obtenir à partir des grandeurs magnétiques, le champ B, le champ H. Alors, on vient de terminer et merci.